KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Tout en bavardant ainsi, ils entrèrent dans la maison de Vinicius, qui commanda gaiement le repas du soir, et qui ensuite, s'adressant à Pétrone, poursuivit. « Non, mon cher, le monde doit renaître. »« Ce n'est pas nous qui le ferons renaître, opina Pétrone. Ne fût-ce que parce que, sous le règne de Néron, l'homme est comme un papillon. Il vit au soleil de la faveur, et au premier souffle froid, il périt. Quand bien même il ne le voudrait pas. Par le fils de Maïa, je me demande parfois par quel miracle Lucius Saturninus a-t-il pu vivre jusqu'à 93 ans et survivre à Tibère, à Caligula et à Claude. Mais peu importe. Me permettras-tu d'envoyer ta litière chercher Eunice ? L'envie de dormir m'est passée et je voudrais me réjouir. Fais venir pour le repas un citariste, puis nous parlerons d'Antium. Il nous faut y penser, surtout toi. Vinicius ordonna d'envoyer chercher Eunice, mais déclara qu'il n'avait aucunement l'intention de se casser la tête au sujet du séjour à Antium. Que s'en préoccupent ceux qui ne savent pas vivre autrement que dans les rayons des bonnes grâces de César. Le monde ne finit pas au Palatin, surtout pour ceux qui ont autre chose dans le cœur et dans l'âme. Il disait cela avec une telle désinvolture, avec une telle animation et une telle gaieté, que Pétrone en fut frappé. Il le fixa un moment et lui demanda, étonné, « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te comportes aujourd'hui comme au temps où tu portais encore la bulle d'or au cou. »« Je suis heureux, » repartit Vinicius. « Je t'ai invité exprès pour te le dire. » »« Qu'est-il donc arrivé ? » ?»« Quelque chose que je ne céderai pas pour tout l'Empire romain. » Cela dit, il s'assit, posa son bras sur la coudoir de son siège, inclina la tête sur son épaule et se mit à parler, le visage souriant et le regard rayonnant. « Te souviens-tu du jour où nous sommes tous les deux allés chez Aulus Plotus et où tu y as vu pour la première fois une divine jeune fille que tu as qualifiée toi-même d'aurore et de printemps ? Te souviens-tu de cette Psyché, de cette incomparable vierge, la plus belle de toutes les vierges et de vos déesses ? » Pétrone le regardait avec un étonnement aussi grand que s'il doutait que Vinicius eût toute sa raison. « Dans quelle langue me parles-tu ? » lui demanda-t-il enfin. « C'est évident que je me souviens de Ligie. » C'est alors que Vinicius lui annonça « Je suis son fiancé. »« Quoi ?» Vinicius se leva d'un bond et appela l'intendant. « Que tous les esclaves, sans exception, viennent ici, devant moi. Vite !»« Tu es son fiancé ?» répéta Pétrone. Mais avant même que ce dernier ne fût revenu de sa surprise, l'immense atrium de Vinicius grouilla de monde. Ils étaient tous accourus, essoufflés, des vieillards, des hommes dans la force de l'âge, des femmes, des jeunes garçons et filles. L'atrium s'emplissait de plus en plus d'une minute à l'autre. Dans les corridors appelés fosses, on s'interpellait dans diverses langues. Ils se rangèrent enfin le long du mur et parmi les colonnes. Vinicius, debout près de l'impluvium, se tourna vers son affranchi des masses et lui dit « Ceux qui ont servi dans la maison 20 ans devront se présenter demain chez le prêteur, où ils obtiendront leur liberté. Ceux qui n'ont pas servi aussi longtemps recevront chacun 3 pièces d'or et une double ration pendant 1 semaine. Qu'on envoie aux ergastules ruraux l'ordre de faire grâce des peines, d'enlever les chaînes des pieds des condamnés et de les nourrir convenablement. Sachez que ce jour est un jour de bonheur pour moi, et je veux que la joie règne dans ma maison. » Ils gardèrent le silence pendant un moment, comme s'ils n'en croyaient pas leurs oreilles, puis tous les bras se levèrent d'un coup, et toutes les bouches s'écrièrent « Ah, Seigneur, ah !» Vinicius les congédia d'un signe de la main, ce qui fait que, bien qu'ils aient eu l'envie de le remercier et de tomber à ses pieds, ils s'éloignèrent en hâte, remplissant la maison de bonheur, du sous-sol au toit. Demain,
déclara Vinicius. Je leur ordonnerai de se rassembler encore dans le jardin et de tracer devant eux les signes qu'ils voudront. Ceux qui auront tracé un poisson seront affranchis par l'Égie. Pétrone, qui jamais ne s'étonnait longtemps de rien, avait déjà retrouvé sa placidité et demanda « Un poisson ? Ah oui, je me rappelle ce qu'a dit Quilon. C'est l'emblème des chrétiens. » Cela dit, il tendit sa main à Vinicius et dit « Le bonheur est toujours là où on le voit. Que Flore jette sous vos pas des fleurs pendant de longues années. Je te souhaite tout ce que tu te souhaites toi-même. Je t'en remercie, car je croyais que tu allais m'en dissuader, et ce serait, vois-tu, perdre ton temps. Moi, t'en dissuader ? Mais pas du tout. Au contraire, je te dis que tu fais bien. Homme versatile, repartit gaiement Vinicius. As-tu oublié ce que tu m'as dit jadis en sortant de chez Graïkina ? Pétrone lui répondit, en gardant tout son sang-froid. Non, mais j'ai changé d'avis. Au bout d'un moment, il ajouta pourtant. Mon cher, tout change à Rome. Les maris changent de femme, les femmes changent de mari. Pourquoi ne devrais-je pas changer d'avis ? Il s'en était fallu de peu que Néron n'épousa Actée, dont on trouva exprès pour lui une origine royale. Et alors ? Il aurait eu une honnête épouse, et nous, une honnête Augusta. Par Protée et ses profondeurs marines, je changerai toujours d'avis à chaque fois que je l'estimerai convenable ou commode. Quant à Ligie, son origine royale est plus sûre que les ancêtres pergamiens d'Actée. Mais toi, méfie-toi de Popée qui est vindicative. Il n'en est pas question. Il ne tombera pas un seul cheveu de ma tête à Antium. Si tu penses m'étonner encore une fois, tu te trompes. Mais d'où vient cette certitude ? C'est l'apôtre Pierre qui me l'a dit. Ah, c'est l'apôtre Pierre qui te l'a dit. Il n'y a pas d'argument contre cela. Mais permets-moi néanmoins de prendre certaines mesures de prudence, ne serait-ce que pour éviter que Pierre ne se révélât faux prophète, car si l'apôtre Pierre s'était par hasard trompé, il pourrait perdre ta confiance qui sans doute continuera d'être utile à l'apôtre Pierre. Fais ce que tu veux, mais moi, je le crois. Et si tu penses me dégoûter de lui en disant et redisant ironiquement son nom, eh bien, détrompe-toi. En ce cas, une seule question encore. Es-tu déjà devenu chrétien ? Jusqu'à présent, non. Mais Paul de Tarse part avec moi pour m'expliquer l'enseignement du Christ. Ensuite, je me ferai baptiser, car il n'est pas vrai qu'ils soient, comme tu l'as dit, des ennemis de la vie et de la joie. C'est tant mieux pour toi et pour Ligie, répondit Pétrone. Puis, haussant les épaules, il dit comme s'il se parlait à lui-même. C'est tout de même étonnant, comme ces gens savent se faire des adeptes et comme cette secte se propage. Vinicius lui répondit alors avec autant d'enthousiasme que s'il avait été lui-même baptisé. Oui, il y en a des milliers et des dizaines de milliers à Rome, dans les villes d'Italie, en Grèce et en Asie. Il y a des chrétiens dans les légions et parmi les prétoriens. Il y en a dans le palais même de César. Cet enseignement a des adeptes parmi les esclaves et les citoyens, parmi les pauvres et les riches, dans la plèbe et le patriarcat. Sais-tu que certains Cornélius sont chrétiens ? Que Pomponia Graecina est chrétienne ? Qu'Octavie l'était, paraît-il ? Qu'Actée l'est ? Oui, cette doctrine se répand dans le monde entier, et elle seule est susceptible de le faire renaître. Ne hausse pas les épaules, car qui sait si toi-même, tu ne l'adopteras pas dans un mois ou dans un an. Moi ? Protesta Pétrone. Non, par le fils de Leto. Je ne l'adopterai pas, même si elle recelait la vérité et la sagesse aussi bien humaine que divine. Cela demanderait un effort. Et moi, je n'aime pas renoncer à quoi que ce soit dans la vie. Avec ta nature semblable au feu et à l'eau bouillante, il pouvait toujours t'arriver quelque avatar dans ce genre, mais moi, j'ai mes gemmes, mes camées, mes vases et mon Eunice. Je ne crois pas en l'Olympe, mais je me l'aménage sur terre. Et je m'épanouirai aussi longtemps que les flèches du divin archer ne m'auront pas transpercé, ou aussi longtemps que César ne m'aura pas signifié de m'ouvrir les veines. Moi, j'aime trop le parfum des violettes et mon confortable triclinium.
J'aime même nos dieux, en tant que figure rhétorique, et l'Achaïe, où je m'apprête à me rendre avec notre César, obèse à jambes grêles, notre incomparable, divin César, Auguste, Périodonicès, Hercule, Néron. À la seule pensée qu'il pût accepter l'enseignement des pêcheurs galiléens, il s'égaya et se mit à chantonner. J'enguirlanderai mon sabre clair de myrte verdoyant, comme le firent Harmodios et Aristogiton. Il s'interrompit soudain, car l'annonciateur fit savoir qu'Eunice était arrivé. On servit alors le repas du soir, pendant lequel, après plusieurs chants exécutés par le cithariste, Vinicius raconta à Pétrone la visite de Chilon, et comment cette visite lui inspira l'idée de se rendre droit chez les apôtres, idée qui lui était venue justement au moment où l'on fouettait Chilon. À ces mots, Pétrone, repris de somnolence, porta sa main à son front et dit « L'idée était bonne du moment que le résultat est bon. Quant à Chilon, je lui aurais fait donner 5 pièces d'or, mais puisque tu as ordonné de le fouetter, il aurait mieux valu le fouetter à mort, car qui sait si un jour les sénateurs ne s'inclineront pas devant lui, comme ils le font aujourd'hui devant notre chevalier de la laine, Vatinius. Bonne nuit. » Et ayant ôté leur couronne, Pétrone et Eunice se préparèrent à partir. Lorsqu'ils furent sortis, Vinicius se rendit dans sa bibliothèque et écrivit à Ligie ce qui suit. « Je veux, lorsque tu auras ouvert tes yeux magnifiques, ô ma divine, que cette lettre te dise bonjour. C'est pourquoi je t'écris aujourd'hui, bien que je te verrai demain. César part après-demain à Otium, et moi, et à Chaéo, je dois l'accompagner. Je te l'ai dit, n'est-ce pas, que ne pas lui obéir serait risquer ma vie, alors que moi, maintenant, je n'aurai pas le courage de mourir. Mais si tu ne veux pas que je parte, réponds-moi un seul mot, et je resterai. Ce sera à Pétrone d'écarter le danger de moi. Aujourd'hui, en ce jour de joie, j'ai donné des récompenses à tous mes esclaves. J'emmènerai demain chez le prêteur tous ceux qui ont servi 20 ans chez moi pour les affranchir. Toi, très cher, tu dois m'en féliciter car, me semble-t-il, c'est conforme à la douce doctrine que tu professes, et de plus, je l'ai fait pour toi. Je leur dirai demain que c'est à toi qu'ils doivent leur liberté, afin qu'ils te soient reconnaissants et glorifient ton nom. En revanche, je me fais l'esclave du bonheur et le tien, et puissais-je ne jamais en être affranchi. Maudit soit Antium et les voyages d'Aénobarbe. Je me sens 3 fois, 4 fois plus heureux que Pétrone de ne pas posséder son savoir, car je devrais aller en Achaïe. Cependant, ton souvenir adoucira les moments de notre séparation. À chaque fois qu'il sera possible de m'échapper, je sauterai dans un cheval et galoperai jusqu'à Rome, afin de réjouir mes yeux de ta vue et mes oreilles de ta douce voix. À chaque fois que je ne pourrai le faire, j'enverrai un esclave te porter une lettre et s'informer de toi. Je te salue, ma divine, et j'enlace tes pieds. Ne te fâche pas si je te dis divine. Si tu me l'interdis, je t'obéirai. Mais aujourd'hui, je ne sais pas encore dire autrement. Je te salue de ta future demeure, de toute mon âme. Chapitre 36. On savait à Rome que César voulait, en cours de route, visiter Ostie, ou plutôt le plus grand navire du monde qui venait d'arriver d'Alexandrie avec une cargaison de blé, puis de là, par la voie littorale, gagner Antium. Les ordres avaient été donnés quelques jours à l'avance, ce qui fait que, depuis le matin, près de la Porta Ostiensis, se pressait une foule composée de la populace romaine et de gens de toutes les nations du monde, pour se rassasier les yeux de la vue du cortège impérial que la plèbe romaine ne se lassait jamais de regarder. Le trajet jusqu'à Antium n'était ni difficile ni long. Dans la ville même, composée de splendides palais et villas, on pouvait trouver tout ce qui assurait le confort et même le luxe le plus raffiné de l'époque. Néanmoins, César avait l'habitude d'emporter avec lui en voyage
tous les objets parmi lesquels il se complaisait à vivre, depuis les instruments de musique et les ustensiles, jusqu'aux statues et mosaïques que l'on disposait, même lorsqu'il voulait s'arrêter pour un court moment, soit pour se reposer, soit pour se restaurer. Aussi était-il, dans tous ses déplacements, suivi de toute une foule de serviteurs, sans compter les détachements de prétoriens et les augustins, dont chacun était pourvu de son propre cortège d'esclaves. Ce jour-là, de bon matin, les bergers de la Campanie, les jambes enveloppées de peau de bouc et le visage bronzé par le soleil, menaient 500 ânesses afin que Poppée puisse, le lendemain de son arrivée à Antium, se baigner comme d'habitude dans leur lait. La populace, contente, riait en regardant se balançant dans les tourbillons de poussière les longues oreilles du troupeau et se réjouissait du sifflement des fouets et des cris sauvages des bergers. Après le passage des ânesses, des essaims de vallée s'étaient précipités sur le chemin et, l'ayant nettoyé soigneusement, ils se mirent à le joncher de fleurs et d'aiguilles de pin. Dans la foule, on se répétait avec un certain sentiment de fierté que tout le chemin jusqu'à Antium devait être ainsi parsemé de fleurs cueillies dans les jardins privés de la région et même achetées très cher chez les marchandes de la Porta Mugionis. À mesure que les heures de la matinée passaient, la foule devenait de plus en plus dense. Certains avaient amené toute leur famille, et pour que le temps ne leur semblât pas trop long, ils avaient étalé leurs provisions de nourriture sur les pierres, qui devaient être utilisées pour la construction d'un nouveau temple de Cérès, et prenaient leur prandium en plein air. De ci, de là, s'étaient formés des groupes dans lesquels les habitués de cette fête étaient les bouts-en-train. Du fait du départ de César, on y menait des débats sur ses futurs voyages, et sur les voyages en général, et, en l'occurrence, les matelots et les vétérans racontaient des choses fantastiques sur les pays dont ils avaient entendu parler lors de leurs expéditions lointaines, et où nul Romain n'avait mis le pied. Les citadins, qui jamais de leur vie n'avaient été plus loin que sur la Via Appia, écoutaient, ébahis, parler des merveilles de l'Inde et de l'Arabie, des archipels entourant la Bretagne où, sur une petite île, hantée par les fantômes, Briarée avait emprisonné Saturne endormi, et des contrées hyperboréales, des mers condensées, du sifflement et du rugissement émis par les eaux de l'océan, au moment où le soleil couchant s'y plongeait. La foule accordait facilement foi à de telles histoires, auxquelles croyaient même des hommes tels que Pline et Tacite. On parlait aussi de ce navire que devait voir César, et qui avait transporté du blé pour 2 ans, sans compter les 400 passagers, le même nombre de membres d'équipage et une multitude de bêtes féroces qui allaient être utilisées lors des Jeux d'été. Cela valait à César la bienveillance générale, car non seulement il nourrissait son peuple, mais encore il l'amusait. On se préparait donc à lui réserver un accueil enthousiaste. Et voici qu'un détachement de cavaliers numides faisant partie de la garde prétorienne apparut. Les cavaliers portaient un vêtement jaune, un bandeau rouge, de grosses boucles d'oreilles qui jetaient un reflet doré sur leur visage noir. Les pointes de leurs dards de bambou scintillaient au soleil comme de petites flammes. Après qu'ils furent passés, commença un défilé semblable à une procession. La foule se pressa pour le voir de plus près, mais des détachements de prétoriens à pied survinrent et, se rangeant le long des 2 côtés du chemin de l'entrée, ils en protégèrent le passage. Avançaient des chariots chargés de tentes de pourpre, rouge et violette, et aussi de tentes en byssus d'une blancheur neigeuse, brodées de fils d'or, de tapis d'Orient, de tables en bois d'agrumes, de fragments de mosaïque, d'ustensiles de cuisine, de cages avec des oiseaux d'Orient, du Midi et d'Occident, dont les cervelles ou les langues allaient être servies à la table impériale, d'amphores avec du vin et de corbeilles de fruits. Les objets qui risquaient d'être cabossés ou cassés sur les chariots étaient, par mesure de précaution, portés par des esclaves, à pied. On voyait donc des centaines de gens portant des récipients et des statuettes de cuivre de Corinthe. Il y avait des groupes distincts, portant des vases étrusques, d'autres portant des vases grecs, d'autres, enfin, chargés des pièces d'orfèvrerie, de l'argenterie ou du verre d'Alexandrie. De petits détachements de prétoriens à pied et à cheval séparaient les groupes les uns des autres, et sur chacun de ces groupes d'esclaves veillaient des gardiens munis de fouets,
aux lanières desquelles étaient attachés de petits morceaux de plomb et de fer au lieu de mèches. Le défilé, composé de gens portant avec précaution et recueillement divers objets, avait l'air d'une solennelle procession religieuse, et cette ressemblance devint encore plus nette lorsque survinrent les instruments de musique de César et de la cour. On voyait parmi eux des harpes, des luths grecs, des luths hébraïques et égyptiens, des lyres, des forminx, des cithars, des flûtes, de longs buccins recourbés, des cymbales. À voir cette multitude d'instruments dont l'or, le bronze, les pierres fines et la nacre scintillaient au soleil, on eût pu croire que c'était Apollon ou Bacchus qui partaient parcourir le monde. Puis surgirent de splendides carruques pleines de saltimbanques, de danseurs, de danseuses, formant des groupes pittoresques, thyrses à la main. Derrière suivaient les esclaves utilisés pour la luxure, des jeunes garçons et des fillettes, choisis dans toute la Grèce et l'Asie mineure, aux longs cheveux et aux boucles prises dans des résilles dorées, semblables à des amours, dont les ravissants visages avaient été recouverts entièrement d'une couche épaisse de cosmétiques, de crainte que le vent de Campanie ne hâlât leur teint délicat. Un nouveau détachement de prétoriens, composé de sicambres géants, barbus, aux cheveux blonds ou roux et aux yeux bleus, apparut, précédé par des porte-drapeaux, appelés imaginarii, qui portaient des aigles romaines, des panneaux avec des inscriptions, des statuettes de dieux germains et romains, et enfin des statuettes et des bustes de César. Sous les peaux et les cuirasses, on pouvait voir les bras hâlés et forts comme des machines de guerre, capables de manier l'arme lourde dont étaient équipés les gardes de ce genre. La terre semblait ployer sous leurs pas cadencés et lourds. Eux, comme conscients de leur force qu'ils pouvaient utiliser contre César lui-même, jetaient un regard hautain sur la masse sombre accourue dans les rues, oubliant visiblement que bon nombre d'entre eux étaient arrivés dans cette ville, chaînes aux pieds. Mais il n'était là qu'une poignée infime, les principales forces prétoriennes étant restées en effet dans des camps sur place pour veiller sur la ville et y maintenir la discipline. Puis venaient les tigres et les lions, bêtes de trait de Néron, que l'on pouvait atteler au char du cortège si l'envie le prenait d'imiter Dionysos. Ils étaient menés par des hindous et des arabes, avec des laisses à boucles en acier, mais si abondamment fleuries qu'elles semblaient être faites seulement de fleurs. Domptés par des bestiaires chevronnés, les carnassiers regardaient les foules de leurs yeux verts, comme somnolents. Parfois, ils relevaient leur énorme tête, humaient bruyamment les effluves humains et se léchaient la gueule de leur langue rugueuse. On vit venir encore les chars impériaux et des litières, des grandes et des plus petites, dorées ou pourpres, à revêtement d'ivoire, de perles, ou scintillantes de l'éclat des pierres précieuses. Derrière, suivait encore un petit détachement de prétoriens en armure romaine, composé uniquement de soldats volontaires italiques. Puis, une multitude d'élégants serviteurs esclaves et d'éphèbes. Et enfin, César lui-même, dont l'approche était annoncée au loin par les acclamations des foules. Dans la populace se trouvait aussi Pierre, l'apôtre qui voulait, une fois dans sa vie, voir César. Il était accompagné de Lygie, dont le visage était caché sous un voile épais, et d'Ursus, dont la force était la protection la plus sûre pour la jeune fille dans cette foule turbulente et déchaînée. Le Lygien avait pris un bloc de pierre destiné à la construction d'un temple et l'avait apporté à l'apôtre afin qu'il montât dessus et vît mieux que les autres. La populace tout d'abord ronchonna quand Ursus se fraya un passage en l'écartant comme un navire qui écarte les vagues. Mais lorsqu'elle le vit soulever une pierre que 4 athlètes parmi les plus forts de ce peuple n'eussent pu déplacer, le ronchonnement se mua en murmures d'admiration, et les exclamations « Macté !» fusèrent tout autour. Cependant, César arriva sur un char en forme de tente, tiré par 6 étalons blancs d'idumée, ferrés d'or. Les côtés étaient ouverts à dessein, afin que les foules puissent voir leur empereur. Le char pouvait contenir plusieurs personnes, mais voulant retenir toute l'attention exclusivement sur lui, Néron préféra rouler seul à travers la ville, n'ayant à ses pieds que 2 nains monstres.
Il était vêtu d'une tunique blanche et d'une toge améthyste qui jetait un reflet bleuté sur son visage. Il avait sur la tête une couronne de laurier. Depuis qu'il avait quitté Naples, il avait considérablement engraissé. Son visage s'était arrondi. Sous sa mâchoire inférieure pendait un triple menton, ce qui fait que ses lèvres, déjà situées trop près du nez, semblaient maintenant se dessiner juste sous les narines. Il protégeait comme d'habitude son gros cou d'un foulard de soie qu'il réajustait continuellement d'une main blanche et potelée, dont le poignet était recouvert d'un poil roux, formant comme des taches de sang, et qu'il ne permettait pas aux épilateresses d'épiler, car cela provoquait, lui avait-on dit, un tremblement des doigts et l'empêcherait de jouer du luth. Son visage reflétait comme toujours une vanité infinie, mêlée à de la fatigue et de l'ennui. C'était dans l'ensemble un visage tout à la fois effroyable et grotesque. Il tournait la tête, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et de temps en temps, fermant à demi les yeux, il prêtait une oreille attentive aux paroles avec lesquelles on l'accueillait. Son apparition soulevait une tempête d'applaudissements, et la foule criait « Salut à toi, divin, César empereur! Salut à toi, victorieux! Salut à toi, incomparable, fils d'Apollon! Apollon !» Et à ces acclamations, il souriait. Mais par moments, une ombre passait sur son visage, car la foule romaine était portée à la raillerie. Et, confiante en elle-même quand elle était nombreuse, elle se permettait des piques moqueuses, même contre les grands triomphateurs, que pourtant elle aimait réellement et respectait. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.